الكسكس والبراك بالزيتون وسلطه بالمعجون. يتبعوا بالشعب. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier numéro des Pupitres d'Artissimo 2020 en partenariat avec Radio M. 2020, c'est aussi 20 ans d'existence d'Artissimo qui aujourd'hui se transforme en hub créatif et culturel. Nous poursuivons la série entamée en 2019 qui porte sur notre algérianité. Ce thème explore les différentes facettes de notre identité d'un point de vue sociétal, historique, philosophique et même anthropologique. Nous avons commencé à travailler sur la question de l'algérianité en 2019. Et par le hasard de l'histoire, notre pays a vécu en 2018. Et par le hasard de l'histoire, notre pays a vécu en 2019 des bouleversements extraordinaires et un éveil des consciences inattendu qui a abouti, entre autres, à ce qu'on appellerait l'estime de soi collective. Nous avons besoin d'en savoir plus sur qui nous sommes. Nous sommes curieux d'explorer nos particularités, par leur côté lumineux, sombre parfois et complexe souvent. Bref, nous sommes à la quête de notre algérianité. Commençons cette année dans la bonne humeur, la joie et le sourire. Voilà. Et le sourire. Donc l'humour à l'algérienne est notre sujet ce soir. Pour ce faire, joignez-vous à moi pour accueillir chaleureusement Slim, dessinateur de presse, Youssef Benadouda, humoriste, vidéaste et animateur radio, Nézim Baya, fondateur du journal satirique. Avant de commencer, j'aimerais souligner qu'il y a a priori très peu de femmes investies dans le domaine de l'humour, que ce soit dans la caricature, le standing ou le dessin de presse. Donc peut-être qu'on manque d'humour, je ne sais pas, mais en tout cas on va en parler tout à l'heure. Donc messieurs, à vos pupitres. Alors nous allons commencer par Slim. Vous êtes un des pionniers de la caricature algérienne. Par vos dessins de presse, vous avez décrypté la société, notre société. Alors pourquoi avoir choisi l'humour et la dérision pour décrire notre société? Donc ça serait ma première question. Et quels étaient les messages que vous vouliez transmettre? Écoutez, moi je suis arrivé, disons, dans la bande dessinée un peu par hasard. Parce que, bon, d'abord j'ai dessiné depuis tout petit. J'ai tout le temps dessiné. Ça m'a aidé aussi à tenir le coup. Dans le long de la vie, quoi. Mais en 69, ou plutôt en 68, j'avais fait déjà une BD qui avait paru sur Algérie Actualité et qui s'appelait Moustache et les frères Belkacem. Donc c'était ma vision à moi de la bataille d'Alger. C'est-à-dire, je voulais parler un peu de la guerre d'Algérie, mais sous un autre angle, pas pleurnichard ni rien, mais un peu pour avoir une autre idée de la bataille d'Alger. Et ça a plu à un moment donné. Et une année après, c'est un ami qui était Al-Moujahid à l'époque, qui s'appelle Bachir Rezou, qui disparaît aujourd'hui. Qui est un parent. Et donc, il était secrétaire de rédaction au journal gouvernemental Al-Moujahid. Et puis, il m'avait lancé une proposition. Il m'a dit, si tu faisais une bande dessinée pour le journal. Et le journal, comme c'était à l'époque, c'était un journal sérieux, avec la langue de bois. Et donc, j'étais un petit peu déstabilisé. J'ai dit, tu crois qu'on peut faire de la BD dans un journal comme ça? Il m'a dit, oui, à la dernière page, tu auras un strip de quelques images et tu fais les trucs à suivre, comme on voit dans les journaux américains et tout. Et donc, quand je suis sorti du journal, j'ai réfléchi, je me suis dit, ça va être dur. Qu'est-ce que je vais raconter aux lecteurs et aux Algériens? Qu'est-ce que je vais dire? Moi qui suis un bonhomme
comme tout le monde, c'est-à-dire que je vais parler de quoi? Et en même temps, je savais très bien qu'il ne fallait pas gâcher cette proposition, qu'il fallait faire quelque chose. Et je me suis mis à réfléchir à la maison. Je me suis dit, tiens, je vais raconter l'histoire de quelqu'un qui va quitter un endroit pour venir à Alger. C'est un truc linéaire, simple, mais en même temps, je savais que quand je vais raconter ça, au fur et à mesure, jour après jour, ça va être... Et puis c'est ça le deal que j'ai passé avec le journal gouvernemental Moujahid, qui est un journal sérieux. Je leur ai dit, écoutez, moi ce que je vous propose, je ne vais pas faire une BD comme dans tous les journaux du monde. Ils achètent dans une agence 50 planches pour 1 mois et demi ou 2 mois. Moi ce que je vous propose, je vais vous faire une semaine de BD. Vous allez passer les planches et pendant que la BD sort, moi je fais la suite pour que je puisse contrôler les gens, comment ils vont réagir et comment je vais faire la suite qu'ils voudront ou qu'ils s'attendent à connaître. Et donc, j'ai commencé à faire la BD et ce que j'aimais bien à Alger à l'époque, c'était les bars, les cafés. J'allais aller là-bas, mais incognito, et je me mélangeais aux gens. Et en général, les gens lisaient le journal et puis ils regardaient la BD, parce que c'était nouveau et les gens pensaient que c'était un truc officiel et que c'était sérieux, c'est-à-dire Bouzid, c'est un type de gouvernement, il est envoyé par le gouvernement, etc. Et donc j'écoutais les gens et ça m'a permis d'aller ou de répondre à leurs questionnements. Et c'est pour ça que je crois que les gens ont capté ça. Et est-ce que vous êtes quand même... est-ce qu'il y avait des références sur lesquelles d'anciens humoristes algériens ou bien de comédiens de l'époque des années 50, 40 qui vous ont inspiré ou pas forcément? Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup aimé Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, Beau Citron... ces gens-là, ils m'ont fait rire, bon, comme tout le monde, quoi. Et en même temps, j'étais un grand lecteur de BD, parce qu'à l'époque, heureusement qu'il y avait la BD qui nous a sauvés. Quand on était à l'époque, c'était dur. Mais il nous suffisait d'avoir un livre de BD pour lire toutes les autres BD du quartier ou de la ville. On échangeait. Et donc, j'ai beaucoup aimé les BD humoristiques italiennes. À l'époque, en noir et blanc, j'adorais ça. Pipo, Concombre, les grands dessinateurs italiens. J'étais un mordu de ça, j'adorais. Et donc, je riais beaucoup. Mais bon, seul, bien sûr. Mais en même temps, j'étais dans un environnement aussi où j'entendais les gens, et cette fois, c'était des gens du peuple, qui commentaient avec des mots d'humour et tout. Et j'aimais bien les écouter. Et souvent, j'ai repris des choses que j'ai entendues. Et du coup, est-ce que vous, finalement, de par votre éducation, vous avez un peu baigné? Est-ce que vous étiez d'une famille plutôt joviale et qui riait tout le temps, ou pas forcément? Ou c'est plutôt votre sens de l'observation et peut-être votre côté un peu introverti? Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais il paraît que nos invités sont très timides. Alors, ils nous font rire, ils nous tordent de vie, mais ils sont en fait tétanisés, j'exagère quand même, par cette rencontre. Donc, comment est-ce que vous avez... est-ce qu'il y a un passé... Non, moi, je regardais beaucoup les dessins d'humour de l'époque, dans les années 50. J'ai plein de grands dessinateurs français que j'aimais beaucoup leur style, et j'ai commencé un peu à les imiter au début en faisant des petits dessins, et je me suis rendu compte que déjà à l'école primaire, j'avais une espèce de, je sais pas comment on peut appeler, les gens venaient vers moi, c'est-à-dire les camarades, ils venaient vers moi quand je racontais quelque chose, ils venaient pour écouter. Donc il y a un terme en français, je sais pas comment on l'appelle.
Vous arriviez en tout cas à attirer l'attention, quoi. Oui, oui. Sans le vouloir, peut-être. Et puis, ce que j'aimais le plus encore, en dehors de la BD et tout, c'était le cinéma. Le cinéma, c'était pour moi, c'était le summum. J'adorais aller au cinéma et j'aimais bien. J'ai eu la chance d'avoir un cousin à ma mère qui travaillait dans un cinéma et donc il me laissait rentrer. Et souvent, je voyais des films plusieurs fois, les mêmes. Et ça, je me suis dit, il faut que quand je serai grand, je ferai du cinéma. J'ai fait une école de cinéma qui a foiré à un moment donné à Alger. Ensuite, j'ai eu une formation dans les pays socialistes, notamment en Pologne, Tchécoslovaquie, dans le dessin animé. Mais en même temps aussi, quand je suis revenu à Alger, le dessin animé, même en France, le dessin animé, ça ne marchait pas. Oui, c'était une industrie... Et donc, j'ai laissé tomber. Heureusement qu'il y avait la BD qui m'a sauvé. Voilà. Et si on devait parler par exemple de comédiens tels que Rachid Santini, tels que Sabunji, tels que Haloula, est-ce que ces comédiens qui ont fait beaucoup rire les Algériens, est-ce qu'ils ont été peut-être au moins une inspiration, ou est-ce que c'était leur manière de décrire aussi la société algérienne, est-ce qu'elle correspondait plus à votre vision ou pas forcément? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'avais commencé, j'ai travaillé un peu à la télévision algérienne et j'ai rencontré par exemple l'inspecteur Tahar en personne, c'est-à-dire c'était un technicien de la télé et qui avait fait justement le personnage de l'inspecteur. J'adorais naturellement avec le grand comédien aussi, l'apprenti qui était avec lui. C'était des gens fantastiques. Rachid Tizi Ouzou, qui m'ont fait rire bien sûr et qui ont fait rire tout le monde. Il y en a plein. Comment il s'appelle j'ai oublié son nom, le grand... Boubagra, oui. Oui, Boubagra que j'ai rencontré en personne parce que c'est quelqu'un que je trouvais que c'était génial. Il avait une manière de parler, même c'était de l'arabe des villages, des Douars et tout, qui était... Et puis, moi, ce que j'ai ramené dans la BD, comme j'étais dans un journal francophone, je faisais des bulles en français, mais j'ai introduit l'arabe en même temps. Voilà, déjà. C'était une nouveauté, parce que... Et moi, je trouvais que c'était ça, le sabir, c'est-à-dire le parler français et arabe en même temps dans une bulle. C'est ça qui a accroché aussi les gens. Tout à fait. Et donc, voilà. Alors, dernière question sur ce sujet, mais on reviendra. D'après vous, justement, si on devait faire une petite analyse de notre humour, est-ce que vous pensez que, justement, les humoristes de cette époque-là, donc des années 50, 60, est-ce que c'était plutôt un humour naïf, contrairement à ce que l'on peut voir aujourd'hui, où il y a quand même où les gens sont un peu plus avertis, on va dire. En tout cas, le public est moins... plus acerbe, parfois. Je ne sais pas s'il y avait un comparatif à faire entre cette époque et l'époque que nous vivons. Oui, mais... Les gens aussi étaient un peu plus nia, comme on dit, non? C'est-à-dire que je crois qu'on a bénéficié aussi, moi personnellement déjà, du fait que je vivais dans un pays autoritaire. Et donc le fait de ne pas aller trop loin, de faire gaffe, parce qu'on pouvait être censuré. Et j'ai eu des problèmes comme ça. Je me souviens que la première fois que quand je faisais Moustache chez les Belkacem, dans le Algérie Actualité, j'avais fait quelqu'un qui fuyait parce qu'il y avait des soldats français qui lui couraient derrière. Et il y avait un imam qui lui disait passe par là. Il dit toi, on t'a pas demandé. J'avais écrit. Bon, c'était des trucs à l'époque un peu soi-disant osé, mais c'était en même temps du vécu, c'est-à-dire... voilà. Ouais, on reviendra là-dessus. Okay, donc pour le moment, on ne sait pas si l'humour... comment la société a évolué avec l'humour, en tout cas avec les humoristes. Peut-être on va donner la parole à Nazim Baya. Alors, vous êtes donc fondateur du journal en ligne El Manchar.
Moi, en fait, avant de commencer, il y a une question qui me turlupine. Quand je lis vos publications, je me demande comment se déroulent vos briefings avec vos équipes, à quoi vous carburez, parce que j'ai rarement vu un raté Filmanchar. Donc, comment ça se passe? Dites-nous. Vous parlez de briefing, eh ben, tout simplement, il n'y en a pas. Ah bah, chacun travaille dans son coin. Règle à faire. Chacun travaille dans son coin, chez lui, à la maison. Peut-être que c'est ça le secret. Ouais. Il n'y a pas de. La seule ligne éditoriale, c'est qu'il faut taper sur ceux qui sont en haut. C'est clair. Et surtout pas sur ceux qui sont en bas. Il y a de la matière. Voilà. Ok. Donc c'est plutôt un travail solitaire et voilà, chacun. Ok. Alors, moi, j'aurais voulu savoir si, en tout cas, selon vous, comment dire, si notre humour, est-ce que vous pensez qu'il est caractérisé par nos racines? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ce sens de l'humour que nous avons, si on devait le décrire, comment le décrire d'abord en 3 mots? Et est-ce qu'on peut y voir une part de notre histoire, peut-être la difficulté, peut-être la pauvreté, peut-être une forme de, que ce soit le colonialisme ou l'oppression, quelle qu'elle soit. Est-ce que vous arrivez à peut-être... Pour répondre sérieusement à votre question, il faut faire un travail de généalogiste. Je ne peux pas le faire, sincèrement, mais... on peut déduire, il y a l'humour algérien fait la part belle à l'autodérision, par exemple. Et quand on voit que l'histoire de l'Algérie a été marquée par d'abord le colonialisme, ensuite la dictature, ensuite la guerre civile, ensuite avec Bouteflika, redictature. Donc, je pense que les Algériens ont usé d'humour pour faire face à l'adversité qui leur a toujours été offerte par l'histoire, en fait. Mais parfois, dans l'utilisation de l'humour, on peut remarquer que on va souvent utiliser de la métaphore pour décrire une situation. Et donc, du coup, on a beaucoup d'expressions typiquement algériennes qui peuvent être très drôles, mais qui peuvent aussi décrire des situations un peu moins drôles, telles que, par exemple, la maladie. On va nommer, on va dire hadak al-mard, par exemple, ou bien pour les tremblements de terre, on va dire jetna comment on appelle ça, le merbouha, voilà. Et ça, alors ça, on se dit un tremblement de terre, elle me parle de merbouha, donc ça fait rire en soi, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une idée de l'aïn peut-être, ou notre manière, notre pudeur dans nos familles, dans notre société, de ne pas mettre des mots sur des situations. Parce que l'humour, enfin, si on peut le remarquer, c'est à tous les niveaux. On n'a pas besoin d'être d'un niveau intellectuel. Vous partez au marché, n'importe où, n'importe qui va vous sortir une expression drôlissime et qui, finalement, résume toute la situation, le burlesque de certaines situations. C'est tout le génie populaire. En même temps, je me dis qu'il y a beaucoup de tabous dans la société algérienne. Donc, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à nommer les choses. Par exemple, en matière d'humour, on peut pas rire de la religion, on peut pas rire de la sexualité. Tout ça, c'est interdit par... je pense... Youssef n'est pas d'accord apparemment, mais... Vas-y, continue après. Et donc, si ça se trouve, c'est non dit, c'est peut-être... ouais, c'est une manière un peu de... c'est pour nommer l'innommable. Mais du coup, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à l'Algérie? Par exemple, si on devait donner une identité à notre manière, à ce qui nous fait rire, si on parlait d'humour anglais, on sait que c'est un humour pince sans rire, on sait qu'il y a beaucoup de froideur, mais en même temps, c'est très percutant. Y aurait-il 2-3 mots qui décriraient l'humour algérien? Est-ce que c'est spécifique à la région du Maghreb où il y a une empreinte un peu plus identitaire et régionale, d'après vous? C'est clair que chaque région du monde a son humour et
l'humour de chaque région a son identité propre. Mais est-ce qu'un Thaïlandais peut reconnaître l'humour algérien? C'est ça la question. Bien sûr que non. Et donc je pense que pour qu'un humour national, entre guillemets, puisse prétendre à l'universalité, il faut étendre sa domination culturelle. L'humour anglais, par exemple, est super connu par les films. Parce qu'il y a la domination culturelle des anglo-saxons sur le monde. Et donc, l'humour algérien est très typé, mais il peut être reconnu que par un Algérien, un Marocain ou un Tunisien, peut-être à la limite un Français, mais je ne pense pas qu'un Argentin ou un Mongol puisse reconnaître une vanne comme vanne typiquement algérienne. D'accord. Donc pour le moment, on est en phase de branding de l'humour algérien. Mazel, quoi. C'est ça. Alors, et si on devait... Enfin, on peut considérer depuis déjà quelques décennies que l'humour s'est emparé de l'actualité algérienne. Donc, à travers les blagues à l'époque de Chedli Bejdid, l'éclosion des dessinateurs de presse dans les années 90, même si vous en avez été, vous étiez le pionnier, l'humour sur les réseaux sociaux dans les années 2000, et bien entendu les slogans de la révolution du sourire. Alors, qu'est-ce qui explique que bon? En même temps, c'est une question internationale. Dans tous les pays, on va un peu tourner à la dérision l'innommable parfois. Mais comment est-ce que quel est votre regard, on va dire, sur l'évolution de l'humour par rapport à l'actualité récente et peut-être même plus ancienne? Je pense, il me semble que c'est à cause de la dictature que les Algériens usent d'humour pour dénoncer certaines pratiques, parce que pour contourner la pensée unique qui est imposée par le pouvoir en place, il est tout à fait normal que les Algériens prennent des chemins de traverse pour pouvoir s'exprimer, parce qu'ils ne peuvent pas le faire sur les supports traditionnellement dédiés à ça, c'est-à-dire les journaux, la télévision, les partis politiques. Et donc... Pardon, mais en même temps, il y a une... C'est vrai, mais en même temps, il y a une certaine créativité, parce qu'à la limite, on peut se dire, on va faire... D'accord, on prend l'humour comme une manière de se défendre, mais en même temps, ça, en tout cas, nous, ça nous a fait rire. Et puis, on peut dire, si on devait parler de l'actualité récente, ça a aussi beaucoup fait rire à l'international. Donc comment expliquez-vous cette créativité? Tout le monde, il n'y a pas que les humoristes qui se sont emparés de ça, même monsieur et madame tout le monde. Donc, non, mais c'est clair, mais le manifestant qui brandit une pancarte sur laquelle est écrit « Vous êtes mal barré », Malboro, mal barré. Il n'aurait pas fait ce jeu de mots-là s'il pouvait militer dans un parti politique. Donc ça veut dire que les démocraties ne font pas rire. Pardon? Ça veut dire que les démocraties, mais si, ils rigolent, mais dans un cadre bien défini. Ils ont des humoristes qui font des spectacles, etc. Mais généralement, les manifestations en Occident, c'est pas aussi drôle que... Ils n'en disent pas des slogans. C'est vrai que les gilets jaunes, les gars, on a chouïa, mais pour le coup... Donc voilà, j'essaie de trouver une explication. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais enfin, j'ai mes hypothèses. Peut-être qu'on reviendra sur la question de la créativité des Algériens. En tout cas, il y a quelque chose, parce que souvent... vous rebondirez là-dessus. Souvent, on considère qu'il n'y a pas une formation de qualité, que les gens ne sont pas ouverts sur le monde, etc. Et finalement, cette créativité fait que, grâce aux réseaux sociaux, grâce à une curiosité, grâce à l'entremêlement, en tout cas l'interconnexion des gens, ça a quand même donné quelque chose dont nous-mêmes, nous n'étions pas véritablement conscients. On en reparlera, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Sincèrement que la dictature y est pour beaucoup. C'est un moteur. Bon. Alors, Youssef Ben Adouda,
Votre voix incarnait la bonne humeur, le rire, la drôlerie et la dérision, alors que nous traversions une période sombre dans les années 90. Qui n'a pas connu Madame Doudoune à la chaîne 3 ? Les tabous que vous avez cassés à l'époque, votre apparente légèreté dans le contexte que nous connaissions, se traduisait une forme de résistance et une extrême sensibilité. Aujourd'hui, vous continuez à sévir sur les réseaux sociaux en faisant rire des milliers de followers. Parlez-nous de vous. Bonsoir à tous. D'abord, je suis très très ému parce que voilà, l'émotion, c'est quelque chose de magique et de beau et qu'il faut montrer, il ne faut pas avoir honte. Et je suis très très ému aussi d'être à côté de mon pote et à côté de notre père à tous, Slim, qui est un des éléments constructifs, je crois, de ma démarche humoristique. Parler de moi, ce serait prétentieux. Mon parcours, bon, à la base, j'ai fait jusqu'au lycée des études brillantes, j'ai entamé des études de médecine et à côté de cela, je faisais de la radio. À l'époque, le président était Chadli Benjdid et c'était pas très sympa de travailler sous Chadli, hein. Même si on dit qu'il n'était pas très cultivé, qu'il fumait du shit et qu'il aimait le domino. C'était quand même pas très facile, c'était très difficile même et c'est pour ça que je voudrais rendre un hommage à Slim parce que c'est Slim qui a libéré une certaine partie de l'inconscient de ceux qui ont la prétention de dire que faire de l'humour, c'est aussi faire de la vulgarisation intellectuelle. Donc, j'avais 19 ans, mais ça vient de plus loin, ça vient de la salle de bain, de l'acoustique de la salle de bain, de mon enfance à Al-Mousselia, où mon père m'avait placé chez Sidi Ahmed Sarri, Allah yarhamou. Et Sidi Ahmed Sarri, qui était quelqu'un de pas régionaliste du tout, me disait non, je vais te mettre dans une école, dans une classe où il n'y a pas que des tlemceniens, comme ça tu auras le droit à faire de la mandoline. Déjà, voilà. Déjà, en fait, il n'y a pas que le fantasme BTS ou kabylophone, etc. et tout. Ça a commencé depuis très très longtemps, hein. Et tout de suite en moi est né le fait que nous étions un grand peuple. C'est pas péjoratif, mais que nous nous détestions parce que nous communiquions très très peu et que nous étions très très riches. Et ça, la médiocrité politique l'a très vite compris. Parce que justement, voilà, le vice des hommes politiques et des pouvoirs qui se sont succédés, c'est justement d'essayer ou d'acheter les gens intelligents qui sont fragiles, ou sinon de les manipuler. Donc, tout voilà, ça, ça a été un terreau pour vous. Oui, pour, il y a aussi mes justement parents. Mes parents, il y a ma mère qui nous a quittés pour un monde meilleur il y a 3 années et qui avait toujours cette phrase en bouche qui me disait « Ya oulidi, ihna jibnaha ou maddawha ou khamdjouha ». Et effectivement, ma mère me trimballait avec elle un petit peu partout. Ma mère est une des 6 évadées de la Petite Roquette. Et c'était une personne elle m'a dit, quand je suis arrivé à Oujda, après mon évasion, j'ai tout de suite compris ce qu'allait être l'Algérie après l'indépendance. C'est-à-dire, elle savait très très bien que nous ne connaîtrions pas aujourd'hui, alors qu'elle est partie, les clauses secrètes des accords d'Évian, et elle savait très très bien que le boumedianisme allait se perpétuer, voilà, parce qu'il ne faut pas fantasmer, c'était très difficile. Et puis ensuite, voilà, j'ai quitté l'université, j'ai fait de la radio, j'ai été renvoyé à plusieurs reprises. Alors parlez-nous, peut-être on va se concentrer sur ce qui est voilà, plus positif, mais justement, votre aventure de Madame Doudoune, toutes les personnes de ma génération et même plus ont été marquées par cette période. Et je ne sais pas, au-delà de l'aspect, on va dire, de l'institutionnel qui n'est pas forcément le plus intéressant, oui. Mais comment vous voilà, qu'est-ce qui vous a inspiré? Comment vous avez pu tous les jours quasiment être à l'antenne et faire rire tout le monde alors que nous traversions une période difficile? Quelles étaient vos inspirations à ce moment-là? Alors, ça serait vraiment prétentieux de répondre de manière didactique à votre question, mais moi, à l'époque, j'avais vraiment en horreur les bourgeois, c'est-à-dire le bagara,
et en général leurs femmes. Voilà, voilà. C'était pas l'époque du Botox, mais elles étaient là, très prétentieuses. Avoir une voix comme ça, un petit peu fluette, tu as vu le peuple, là, ils sont sales et tout. On avait l'impression que c'était un microcosme de personnes qui étaient complètement extérieures à l'Algérie. Parmi ces femmes, il y en a qui sont mortes, il y en a qui sont toujours vivantes. Mais moi, pour moi, Madame Doudoune, je l'ai créée. Il fallait que je trouve un nom à ce personnage. C'est Leila Darraji, que je salue aujourd'hui, qui a été sous-directrice de la radio, qui est une brillante femme de théâtre, qui a fait ses écoles avec Brigitte Fontaine, les Marraines de Dieu à Paris, et qui a fait énormément de radio, qui m'a dit, écoute, je faisais à la base des chroniques littéraires dans Radio Clip avec Aziz Fares, que je salue aujourd'hui. Et elle m'a dit, écoute, tu déconnes, mais tu es marrant, mais fais-le à la radio. Et donc, elle m'a dit, il faut trouver un nom. Ben, je lui ai dit Madame Doudoune, parce que je trouve qu'une doudoune, c'est réchauffant, mais c'est futile en même temps. Et en même temps, comme je me suis toujours caché derrière ma graisse, donc une doudoune, c'est un peu enflant. Et pour moi, ce personnage, je l'ai super intellectualisé avant de le faire. Pour moi, Madame Doudoune, elle arrivait, elle disait, oui, le peuple, je vais faire un méchoui chez moi, et puis tous les restes, on va les dispatcher par hélicoptère sur Pilem, sur El Harrach. En fait, Madame Doudoune, elle est devenue très populaire. Il n'y avait pas Internet, mais elle est devenue populaire tout simplement parce que le sens de ce personnage était le suivant. Si le système en Algérie a raté, ce n'est pas parce qu'il a volé, c'est parce qu'il a méprisé. Elle faisait partie de ce système, c'est ce que je voulais intégrer, mais elle prenait le temps d'écouter les gens et elle utilisait comme subterfuge les cartes, parce que dans notre culture traditionnelle, le pror, les cartes, la cartomancie font partie de cela. Et en fait, même les gens du système qui ont essayé de m'approcher en me disant « on aime beaucoup ce que tu fais », pour moi c'était une victoire parce que je l'ai méprisé. Et je leur disais, finalement, si vous aviez au moins méprisé le peuple, même avec tout ce que vous représentiez de dégueulant, eh bien, peut-être qu'on aurait avancé ensemble. Ouais. C'était un peu l'équivalent, peut-être, mais bon, c'est venu bien plus tard, de la Madame Tazi au Maroc, un peu. Tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, parce que les bourgeois et les aristos, en général, pardon de vous entrecouper, me fait Zafira, que je remercie d'ailleurs. Je voudrais aussi dire que la première fois que j'ai rencontré Elie Kakou dans les années 90, puisqu'on habitait la rue du Temple, donc à Paris, hélas, hein, par dépit, je suis parti en France, et qu'on a eu l'occasion de discuter, de passer des soirées ensemble. En fait, si Elie Kakou vous a fait rire, il est l'exemple même du fait que l'humour algérien, il faut avoir le courage de le dire, c'est un humour nord-africain. L'humour, est-ce que l'humour algérien, c'est un humour universel? Et je crois qu'Elie Kakou, il était aimé par tout le monde, quel que soit parce qu'il y avait des castes en Algérie. Hein. C'était pas le Pakistan, mais il y a toujours eu. Hein, il n'y avait pas que la moyenne, les voleurs et les pauvres, il y avait d'autres gens. Mais c'est vrai qu'Elie Kakou, vous l'avez aimé tout simplement parce qu'il est la preuve, par l'humour et par la qualité linguistique et par la théâtralité, que le décret Crémieux est un vibrant échec du colonialisme et qu'il faudrait revenir sur la conférence de Berlin pour comprendre pourquoi, entre Africains, nous nous haïssons et pourquoi un peuple comme le peuple algérien s'est flagellé et pourquoi on a du mal à s'aimer. Et pourquoi on a du mal à parler d'amour, pourquoi on a du mal, et ça va gêner peut-être les gens, à parler de sexualité. Quand je fais des lives où je parle du sida, les gens sont gênés, ils sortent des lives. Je crois qu'Elie Kakou, voilà, il est aussi maghrébin, africain comme nous, voilà, et puis qu'il est bien la preuve que nous sommes algériens et pas arabes. L'arabe, c'est pour l'Arabie. L'algérianité, c'est l'algérien, le qbaïliya, le chaouiya, le français aussi. Et voilà. Après, nos expressions populaires que nous connaissons, voilà, on les parle en algérien et en arabe. Alors, il y en a parmi elles, il y en a qui sont très drôles que j'ai pu noter. Donc, par exemple, je sais pas, quand on dit le mendba kbira ou le meyitfar, li yitkel ala nsibtou yibet blacha. Aras el kabous amalo ma yidkhol aros. Voilà. À Constantine Wujhe Sezi.
Voilà. تعرفوا هذه تاع لو سيزي. Oui, bien sûr, c'est nouveau, mais ça a 50 ans. Hein. الزوخ والنوح وحشاتهم قرنينة. Et maintenant, c'est plus court depuis 20-30 ans. Donc alors, ça... par exemple, on dit Shabarak, ça veut dire plouk. Qu'est-ce qu'il est plouk? Ben, nous, c'est Shabarak. Par exemple, je sais pas, le mensonge, c'est devenu Gnina. Pourquoi? Ben, on ne sait pas pourquoi. Ou la Gnina, Air Max. Alors, Air Max, c'est une marque. Voilà, c'est sur ce il faut faire un travail sur ça. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 25 ans, lorsque nous étions pourchassés par les services de sécurité, toujours, et que des gens comme Aziz Mati, comme Laïrahmou Moussa Haddad, comme Mohamed Ali Allalou, qui a été un de mes maîtres aussi, quand Mohamed Ali Allalou, dans le train d'Alger, il a parlé de Bled Mickey, il a quand même... Ils l'ont cassé alors que c'était une star naissante, c'était un garçon brillant. Donc, oui, il y a plein de trucs. Donc c'est un peu, peut-être, enfin, en résumé, ce que vous dites, c'est quand même que d'une certaine manière, soit l'injustice, soit la souffrance, soit le fait de ne pas pouvoir s'exprimer, a aussi permis de faire émerger, en tout cas, ce sens de la répartie, voilà, et de l'humour. Donc c'est un peu... Pardon, il est certain, évidemment, il est certain. Oui, bien sûr, mais je ne pense pas que le totalitarisme, que la violence politique, que le choix d'une médiocrité culturelle en choix politique soit vraiment le seul booster probable ou possible pour faire avancer les gens. Et l'erreur que le système et les pouvoirs successifs qui se succèdent encore et encore font, l'erreur qu'ils font, c'est de croire qu'ils sont tranquilles tant que les gens sont en marche. Ils se trompent. Alors, juste là-dessus, je voudrais quand même que aujourd'hui, notre émission est culturelle. Et je voudrais qu'on aborde ce sujet sur le prisme de la culture, de la société. Et voilà, les choses que j'aimerais quand même que ce soit clair là-dessus, parce qu'on va moins rire déjà si on parle de politique. Alors, mais voilà, je voudrais qu'on reste sur notre sujet. Je vais faire un recadrage tout simple. Je pense qu'on a besoin de rire. Tout à l'heure, vous demandiez à Slim, mon maître en la matière, mais comment vous faites pour faire rire? D'abord, c'est prétentieux de dire qu'on est des humoristes ou des gens qui font bouger les choses. Je crois que, je sais pas, moi je crois beaucoup à la phonolinguistique. Je sais pas, par exemple, moi ça me fait rire quand j'entends quelqu'un dire, il y a quelques jours, j'étais avec mon amie d'enfance qui est aujourd'hui présente, et Yasmine. Et donc, on est parti manger une pizza. Il y avait 30 ans qu'on ne s'était vu. Il y avait un mec qui parlait un français sans accent. Et je lui ai dit, oui, une pizza poulet. Allô, un pizza poulet. Le fait qu'on se plante, par exemple, au lieu de dire, je vais te dire, stagiaire. Mais ça fait, voilà, je sais pas, moi, quand je fais un live où j'essaye de faire rire, j'ai pas une feuille de route d'humoriste. C'est pas, je sais pas, moi, je crois beaucoup... je crois je sais pas, l'humour c'est la douleur, l'humour. Moi, Raymond Devos, il me fait rire. Moi, Eli Kakou, Elie Semoun, ils me font rire par moments. Moi, Smaïn me fait moins rire parce qu'il me rappelle plus, à l'époque de Angela Davis, des musiciens comme, des chanteuses comme Ella Fitzgerald, comme, voilà, qui faisaient en fait les Noirs talentueux, Cotton Club, donc chez les Blancs. Donc moi, Smaïl m'a jamais vraiment fait rire. Il aurait eu moins de complexes, oui. Donc je pense que l'humour est universel. Moi, Mr Bean, il m'a fait parfois rire dans sa gestuelle, dans ses techniques. Du coup, peut-être c'est une question que je poserai à vous trois. Est-ce que vous connaissez votre public? Finalement, enfin voilà. Est-ce que vous avez un public particulier qui va être réactif à ce que vous publiez, ou bien vous, Nazim, est-ce que vous arrivez à faire plus ou moins, on va dire, un retour d'information sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, les gens qui réagissent? D'abord, c'est les jeunes, est-ce que c'est les moins jeunes, est-ce que ça va être... moi, j'aime pas catégoriser, alors surtout pas, mais les arabophones, les francophones, machin et tout, bien que cette question, pour moi, en tant que citoyenne, devrait être
peut-être totalement dépassé, mais il n'empêche qu'il y a peut-être une cible liée à l'âge, liée aux régions. Est-ce que les gens d'Algérie de la même chose qu'à Annaba ou à Oran ou à Tlemcen, etc. Bon, sur les régions, je ne peux pas vous dire, parce que je ne sais pas. Mais moi, l'avantage que j'ai sur Slim et sur Youssef, c'est que je fais ça sur Internet. Et donc, j'ai des statistiques. Et je peux savoir exactement qui lit quoi. Et donc, le public de Manchar, c'est un public jeune, entre 20 et 30 ans. Et généralement... Bon, on va faire un sondage dans la salle. Les gens qui ont plus de 40 ans et qui lisent le Manchar ici. Donc je vais corriger mes statistiques. Vous voyez vos statistiques. Sauf si vous mentez sur vos âges dans vos profils Facebook. C'est aussi une... Donc finalement, il n'y a pas tout sur Facebook. Donc disons entre 20 et... De toute façon, c'est dans la tête, la jeunesse. Hein, voilà. 20 et 60 ans, et généralement, c'est un public francophone. C'est évident puisque c'est écrit en français. Et voilà. Alors, je ne sais pas, Slim, vous avez quelque chose à dire là, sur cette question? Et après, Youssef. Moi, ce que je peux dire, c'est que l'humour, c'est quelque chose de sérieux. Et que c'est un travail qui nécessite plein de trucs. C'est-à-dire il faut se mettre je sais pas, prendre de la hauteur. Aussi, c'est-à-dire que quand moi, par exemple, quand je travaillais, c'est-à-dire même à l'époque, quand je commençais à faire la BD avec des plumes sergent-major et autres, et maintenant avec l'écran de l'ordinateur, c'est toujours, c'est-à-dire, moi, ce qui me préoccupait, c'était le fait que je m'adressais à tous les Algériens, pas à des régions où là, il fallait que ce soit Bouzid et Zina sont des personnages de toute l'Algérie. Et là, je crois que j'ai réussi. Il fallait pas... Et d'une part, et d'autre part, je fais des choses... Moi, j'aime bien rire, hein, je suis désolé, je suis comme ça. Quand je ris moi-même, je sais que les gens vont rire, d'une part. D'autre part, quand j'ai fait quelque chose, même d'il y a 10 ans, et que je relis, je ris. Donc... c'est des choses qui sont importantes. Et voilà, quoi. Alors, votre public, oui, par exemple. Ouais. Alors moi, je vais être honnête, c'est un public beaucoup plus féminin. C'est peut-être aussi parce que j'ai toujours eu, ça va peut-être blesser certains hommes, mais j'ai toujours eu cette conviction que l'avenir de l'Algérie, c'était avant tout la femme algérienne que l'homme algérien. Ça va blesser personne dans cette salle, c'est sûr. Comme je suis, partisan d'une asexualisation du public, donc je n'aimerais pas dire femme et homme, mais je trouve que l'être qui souffre le plus en Algérie, il est algérien, mais celle qui a construit l'Algérie, c'est la femme. La mère, c'est la femme. Celle qui n'est pas tolérée, c'est la femme. Celle qu'on oblige à se voiler, c'est la femme. Celle qu'on oblige à se voiler la face, c'est la femme. Celle qui est pressée de se marier parce que sa culture lui dit que si tu n'es plus fertile, eh bien tu vas être jeté, c'est la femme. Et donc et puis mon inspiration, c'est la femme. Et mon référent, c'est Nedjma, et voilà, c'est cette problématique. On se demande toujours pourquoi il a été interdit, pourquoi Khatib Yassine a été mis de côté, parce que justement dans Nedjma, par ce génie comme ça, ce génie inexplicable, il nous dit il nous dit dans la gueule en fait, il nous dit l'homme algérien ne sait pas aimer la femme algérienne, mais l'inverse aussi. Alors, qu'est-ce qu'on dirait
c'est une très bonne transition qu'on fait justement sur le vocable, les vocables utilisés dans la séduction, dans la drague, dans à travers les expressions populaires. Par exemple, quand on entend Nakul Ali Karmel ou Nqol Tamina, est-ce romantique? Eh ben oui, Nakul Ali Karmel ou Nqol Tamina. Ouais. Comment ça reste des expressions de chez nous et comment les Algériens se parlent? Est-ce que alors maintenant, est-ce que ça veut dire que vraiment il aime il aime la femme? Bon, maintenant ça t'arrête l'estomac, mais bon, en général, je crois que la séduction, enfin, si on était un petit peu dans le dico traditionnel, je crois qu'en général, à part les jeunes maintenant, hein, que l'on dépasse de 2 à 3 décennies, je crois que ça se disait dans le silence et ça se disait, ça s'exprimait dans une sexualité monolithique qui castrait la femme. Je m'excuse, hein, j'intellectualise le débat, mais c'est comme ça. Je suis construit comme ça, beaucoup plus que dans Maintenant, les jeunes, ils sont maintenant plus ouverts, ils offrent des fleurs à leurs copines, ils les tiennent par la main. J'en ai même capté qui faisaient des bisous à leurs copines. Maintenant, sur Internet, les réseaux sociaux, qui pour moi sont des interfaces. Ça, c'est très important, mais on ne forme pas assez les jeunes pour leur dire oui, ce n'est pas virtuel, c'est l'interface qui l'est. Ne rendez pas votre discours sur ces interfaces aussi virtuelles que la plateforme. Mais je crois que, bon, moi, il y a des trucs que j'aime pas, mais qui existent. Maintenant, c'est Amré. Moi, j'aime pas Amré. Je trouve que j'aime pas. Je préfère chéri, alors que c'est pas algérien, mais je préfère mon amour. On peut dire Habibi, on peut dire. C'est vrai que. Bon, maintenant, je crois que comme on est des gens timides tous les trois, tu nous as bien choisi, Zafira. Bon, timide. Mais je crois qu'aimer, c'est à travers le regard. Je crois que l'Algérien, en général, ne sait pas recevoir l'amour de la femme. Et je crois qu'on est encore en Algérie, loin, on est dans le mythe de la blancheur. On n'arrive pas à intégrer, je m'excuse, d'un sujet à l'autre, mais c'est dans le propos. On continue à traiter les gens noirs de Kunta Kinte alors qu'on est africain. Ça, c'est moins drôle. Du racisme anti-noir pendant la colonisation, voilà. Et que quand vous débarquez à Paris, que vous êtes blanc aux yeux bleus et que vous voulez louer quelque chose, ils vous disent oui, mais dès que vous donnez Benadou, Youssef, ils vous disent c'est à consonance africaine et puis on vous loue pas parce que vous êtes bougnoul pour eux, voilà. Et moi je crois, par rapport justement à la phonolinguistique, moi je crois beaucoup que la voix, le travail de la voix. Je sais pas, par exemple, je sais pas, il suffit de changer de façon, de tomber, descendre d'un ton, monter vers un ton. Par exemple, j'avais créé un feuilleton radiophonique qui s'appelait Niran al-Hub. C'est Jaouida Nounou, Mourad Chabalou, c'est 2 Algériens comme ça que j'ai fantasmé. Alors elle arrive vers la trentaine, mais elle voudrait rencontrer l'homme de sa vie. Lui, il est un petit peu racketteur, il est un petit peu gigolo, il est pas mal, mais il fume du shit, il est un petit peu pas très clair. Alors elle a un peu d'argent, donc bon, c'est vrai que c'est des clichés, mais je crois que comme en Algérie, comme à New York, comme à Paris, je crois que le bonheur comme l'amour ne sont pas géographiques. Et il y a des silences pendant lesquels on partage de l'amour. Et je crois que Slim disait, et même Nazim aussi le disait, on ne peut pas dire comment on fait rire. Mais je crois que quand on aime et qu'on n'a pas honte, quand on peut aussi parquer des personnages féminins, parce que ça a été dur pour moi, hein, Madame Doudoune, Sassiya, Tamani, etc. et tout, je le fais toujours. C'est difficile de se dire un mec, c'est tout de suite, voilà, la problématique du travestissement, donc de l'identité sexuelle
Voilà, c'est comme je trouve inacceptable qu'on demande à quelqu'un, même sur Facebook, qu'est-ce que vous aimez, les hommes, les femmes. C'est comme si je rencontrais cette formidable dame que je connais dans la vie réelle et pour qui j'ai beaucoup de respect, et que je lui disais, vous, hétérosexuel. Je trouve que c'est une violation de son entité intérieure. Et nous, en Algérie, nous sommes très pudiques. Moi, mon grand-père était un imam. Mon père est un grand savant, un très, très grand scientifique, un immense professeur en médecine à qui je rends hommage. Je pense qu'il fait partie aujourd'hui des gens qui m'a appris, qui vient d'une société, qui vient d'une famille très traditionnaliste, qui est quelqu'un qui a fait le tour du monde, qui parle plusieurs langues, qui est ouvert sur la poésie hispanique, tout ça. Mais en même temps, il m'a donné des repères dans la vie, mais sans me parler. Et puis, enlacer, c'est pas serrer dans les bras. Enlacer, c'est aimer. C'est dans les mots, dans la façon de dire les choses. Même quand on rit et qu'on fait rire, on peut faire passer des choses, voilà. Super. Je suis pas marrant, mais... Super, merci. Alors, dernière question, et ensuite on va ouvrir le débat. Justement, en tout cas dans mes recherches, j'ai trouvé qu'il y avait très peu de femmes dessinatrices de presse, caricaturistes, humoristes, il y en a un peu plus. Mais en Algérie, voilà, il y en a peut-être 2, 3, mais pas plus. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça ? Je veux dire, je pense que les femmes ont investi quand même tous les métiers, tous les espaces quasiment, et pourquoi pas celui de l'humour en tant que professionnel, bien entendu. Je ne peux pas répondre à ta question parce que je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai connu qu'une seule, d'ailleurs même son nom, je l'ai zappé, je ne sais pas pourquoi, parce que des fois il y a des blancs là. Mais c'est une personne qui a commencé à dessiner parce qu'elle a eu des problèmes dans sa vie familiale. Elle était mariée, ensuite son mari l'a éjectée et ça lui a donné l'envie d'aller vers ça. Maintenant, elle est devenue une grande dessinatrice et ce sont ses sujets préférés. C'est-à-dire l'homme méchant ou c'est vrai qu'ici, en Algérie, les familles, c'est quelque chose. Quand on voit le nombre de divorces que j'ai lu dernièrement, mais c'est incroyable. Comment les gens peuvent-ils se marier pour divorcer juste après? Des milliers. Où on va, Agda? Et donc, c'est une dame, maintenant, elle a axé tout son boulot sur le code de la famille, les relations femmes-hommes, et elle est à Paris. Est-ce qu'elle fait rire? Ah oui, elle fait rire. Ah, oui, au moins, parce que c'est tristouné tout ça. Elle fait rire. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on va, commencer à échanger. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Karim? Moi, je voudrais revenir juste sur le dernier passage. Après, je reviendrai sur le débat. D'accord, si tu peux juste, pour qu'on te voit bien. Les femmes éthéistes ou les femmes caricaturistes. Oui. Il y en a à l'appel. Il y en a plein. Elles ne sont pas diffusées plutôt. Ah, ça c'est autre chose. Festival de FIDA, les 5 dernières années, ou les 6 dernières années, les premiers, deuxièmes prix, c'est des filles. C'est des filles. Et il n'y a pas que mon cas, il y a des BD solides, très très solides, reconnus mondialement, diffusés mondialement, mais pas du tout diffusés. Donc il y a un travail à faire là-dessus de sensibiliser. D'accord. Mais par exemple, dans le... Ça aussi, c'est un nouveau langage. Et les supports, c'est la question que je voulais poser. Slim est revenu sur ça. Quand il disait, avant, je dessinais avec la plume Sergent Major, après, c'est le micro. Oui, c'est vrai que les BD de Slim, dans les années 80-90, étaient pour moi des choses très artistiques, je parle égoïstement. Mais après, quand ça a touché un peu l'intérieur, je les ai achetés, ils sont dans ma collection, mais ils n'ont pas la même valeur que les premiers. Quant à nos amis, c'est-à-dire que quand on dit quels sont les gens qui écoutent, Oui, oui. c'est des gens connectés, c'est des gens qui ont des smartphones, des gens qui sont à l'aise, pas à l'aise, non, mais je veux dire que les gens qui sont connectés. Donc c'est un monde connecté, c'est le monde des gens connectés. Youssef, Il y avait une question, du coup. Ouais. On écoute
Quand il parle d'émotion, l'émotion est liée. Quand j'ai des problèmes la nuit, je le contacte. On se voit chaque jour de passage comme ça. C'est pas virtuel, c'est vrai comme il dit. Voilà, mais les femmes, c'est intéressant. Ça serait intéressant. En tout cas, c'est... Il y a maintenant des traces. Moi, je suis au Beaux-Arts et je sais qu'il y a 5 étudiants, dont 3, ont fait leur master sur le travail de Slim. En tout cas, il fait une grande partie de Slim. Donc Slim a été malheureusement, il n'a pas pu venir. Je reviens en 92. Le caricaturiste Ali Delab, que connaît très bien, Ali Delab, c'est appris. Son père spirituel, le meilleur, pour moi, c'est le meilleur. C'est Fri Moulaïou. C'est le Riser. Oui, le Riser. C'est algérien. Il organise, c'est un Algérien, il organise le festival de la bande dessinée de caricaturistes à l'Estat à Marseille. Il a la 9e édition. Et on voulait l'inviter ici, impossible. Alors, du coup, ça, c'était une... Il n'y avait pas de question. Est-ce que quelqu'un a une question? Donc, Eden ou une inter... Oui, bien sûr. S'il y a des femmes. En fait, au début, il y avait la parité. Nous étions autant d'hommes que de femmes. Mais maintenant, il n'y a plus aucune femme. Elles sont toutes parties. Elles sont parties. Voilà. Pardon? On n'a aucune idée. Mais, bon, j'avais fait une blague, mais c'est une blague sexiste, donc... il vaut mieux pas. Alors, je ne sais pas, je vous poserai une question. Vous, à quoi vous êtes sensible, justement? Est-ce qu'il y a un humour ou une manière de regarder notre société à travers l'humour qui vous interpelle, ou est-ce qu'il y a des humoristes qui vous ont marqué plus que d'autres? Peut-être qu'on pourrait aller sur ça. Oui, moi, je me définis pas comme étant oui, humoriste. bien entendu. De toute façon, voilà, c'est pas les humoristes la question, c'est l'humour. Après, vous êtes dans la satire, bien entendu, mais cela dit, notre manière, en tout cas, parfois dans nos dictons, est assez satirique aussi. Donc, on peut être acerbe dans notre manière de parler, et ça en dit quelque chose sur notre société aussi. Oui. Attendez. Le chat, c'est plein de choses en même temps. C'est-à-dire que c'est un hommage que je rendais à un grand dessinateur américain. Gellux. Non, Gellux est venu après. Mais à l'époque, il s'appelait George McManus et qui faisait la famille Illico. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et il avait je trouvais qu'il faisait des bestioles extraordinaires. Puis dessiner c'était un grand dessinateur que j'admirais parce que quand il faisait il y avait un couple, c'était un vieux, avec son cigare toujours, et sa femme qui changeait de robe. Entre deux vignettes, c'était une autre robe. Et je trouvais que c'était fabuleux parce que ensuite j'ai su que c'était un dessinateur de mode en plus. Donc il faisait créer des robes, des jupes, etc. Et les bestioles qu'il faisait, ils étaient très stylés. Parce que je trouve que le chat que vous dessinez, c'est pas qu'il n'a rien à voir avec Lucie et sa femme, il est différent là-dedans. Il est dans une autre façon de dessiner. Oui, parce que, je vous dis, pour moi, c'était un peu rappeler George Géo McManus, et en même temps, c'était aussi un rappel que c'est une BD, et qu'on a grandi tous avec Tintin et Milou, et que pratiquement, même dans, comment il s'appelle, le cow-boy, Lucky Luke, avec Rantanplan, etc. Et pour moi, c'était important, parce que quand je faisais la BD quotidienne sur le journal,
il fallait du texte, il fallait que le lecteur lise. Mais Bouzid tout seul, quand il a avancé, avant de connaître Zina, il était tout seul. Et je ne pouvais pas le faire parler tout seul parce qu'il semblait être un fou. Donc il fallait quelqu'un avec lui. Il y avait le chat. Donc il parlait au chat et le chat lui répondait. Donc pour moi, c'était un personnage important aussi. Et sérieux, d'ailleurs. Et il a fallu après introduire une femme, parce que pour moi, c'était important. Il fallait que mon personnage, le héros, homme, dans la société algérienne, c'est important. Et il lui fallait une femme. Et j'ai créé Zina, que j'ai voilée, parce que pour moi, piètre dessinateur au début, c'était difficile de faire une femme avec des cheveux, etc. C'était délicat. J'ai préféré mettre un voile. Et puis, j'ai préféré la montrer comme étant elle l'intellectuelle. Zina, elle ne dit pas de conneries, elle dit des choses sensées. Bouzid, oui, il raconte des salades des fois. C'est un faux héros. Et c'est Zina qui va, elle, faire un équilibre et tout va se pencher sur elle. Voilà. J'en profite, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas pour le coup, parce que vous allez faire, après cette rencontre, une vente dédicace. Donc vous avez publié votre dernière Bad News. Oui. Quand Zafira. Quand Zafira m'a invité, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je peux amener quelques livres, parce que souvent, des gens me demandent s'il y a des livres. Ceux qui voudraient une dédicace ou là, avec plaisir. Donc j'ai mis une dizaine, Lara Albin. Oui, Nassim. Venez. Venez ici. Ouais. C'est un petit peu. Je voulais rendre un petit peu un vibrant hommage à une des personnalités qui un peu, je pense, révolutionnait même l'humour. À l'époque, notre monde était un peu un monde restreint, dans les années 80. Et Benadouda est venu avec cette émission extraordinaire qui était Mekletch. C'était une révolution dans les ondes. Et moi, je me rappelle, avec ma sœur, on était au collège, ou plutôt au primaire, et on courait pour arriver à l'heure vers midi 20, pour écouter Mekletch, pour vous écouter. Et c'était une révolution parce que, à l'époque, Zafira, tu disais qu'on était passé par la petite parenthèse, on chantait là, en 89-91. Et c'était à ce moment-là qu'on a vu une Algérie hyper talentueuse, qui n'avait pas besoin d'argent, pas besoin de publicité, pas besoin d'un système économique pervers comme le capitalisme, qui a montré que l'Algérie pouvait vraiment faire naître des talents extraordinaires qui étaient un petit peu en phase avec la société, quoi. Et vous étiez, je pense, que c'est une révolution même anthropologique de l'humour, quoi. Ce que vous avez fait, quoi. Il a montré la part féminine, même chez les mecs, je pense, avec quelque chose d'énorme dans ce travail sur les genres. Aujourd'hui, on parle de genre, on parle de Judith Butler, tout ça. Et c'est tout à fait ça, Mekletch. C'était avec, bien sûr, la figure centrale de Alalou dont vous avez parlé. C'est vraiment des figures extraordinaires qui ont enchanté notre début d'adolescence, quoi, à l'époque. Et c'était vraiment une révolution parce qu'au fait, moi, ça m'a permis de comparer avec, on va dire, l'arrivée de la parabole, quoi. Chez moi, l'arrivée de la parabole était un petit peu en retard, quoi. Elle était venue un petit peu tardivement, heureusement d'ailleurs, parce que j'ai écouté, donc, j'ai regardé l'UNTV, que je trouvais excellente, sous Abdoubé. Il faut dire ce qu'il en est. Abdoubé était un type extraordinaire, qui était un directeur des programmes extraordinaires. Et il y avait donc une télé extraordinaire et une radio vraiment étonnante, quoi. Et beaucoup d'humour, et un humour même intelligent. Voilà, c'était... Alors, je ne vais pas répondre parce qu'il me rend un hommage que je ne mérite sans doute pas. Je tiens à vous remercier d'abord. Merci beaucoup, et je pense qu'il a décrit cette période. Il y a aussi Mélim Guémage, qui est une collègue, voilà, qui a fait aussi les mêmes choix par la suite que moi, c'est-à-dire de quitter Non, elle est toujours à la chaîne 3. Ah, je pensais qu'elle avait quitté la chaîne 3. C'était magnifique à l'époque.
C'était magnifique. Il n'y avait pas Internet. Le pouvoir, il était bien là. Il surveillait tout. Et malgré cela, comme Slim arrivait avec Zina et Bouzid à casser les carcans, eh bien moi aussi, mais c'est pas pour parler de moi, mais ça a été très difficile pour moi. J'étais très souvent convoqué par les directeurs. Il faut savoir qu'en Algérie, je parle de l'Algérie officielle, ils savent depuis à peu près 70 ans mesurer l'audience. Ils savent. Alors, dès qu'ils voient... Donc vous avez fait des jaloux, en gros. Dès qu'ils voient que vous êtes... Non, je ne vais pas politiser l'affaire. Tout est politique. Je ne suis pas la censure. Même inspiré, expiré politique. Hein. Mais effectivement, on va dire qu'à l'époque, il y avait à peu près entre le Maroc, l'Algérie, la France et la Belgique, à peu près, on va dire 20 millions d'auditeurs par jour entre 11h30 et midi et demi. Et ce qui gênait beaucoup les arabo-baptistes islamistes, c'était le fait que je campe des femmes. Ils ne comprenaient pas comment un homme pouvait rendre hommage à la gardienne du feu sacré qui est la femme. Et moi, la femme que j'ai le plus aimée dans ma vie, c'est ma mère. Et j'aime toutes les femmes parce que pour moi, c'est elles qui libèrent le pays. Pour moi, c'est ainsi que c'est fait. Maintenant, c'est vrai que ça a été une période formidable, mais ça s'est très vite arrêté. Hein. Dès qu'on a effacé justement un semblant d'emblème de Mustafa Atatürk en Algérie, hein, on voit bien qu'il est quand même présent malgré les choix politiques d'Erdogan en Turquie, mais en Algérie, on s'est dit pourquoi pas les islamistes. Alors, allez, non, s'il vous plaît, on est dans une période. Non, là, par contre, permettez-moi. Nous sommes dans une période de Khawa d'abord. Non, on est Khawa. Alors, quand je parle d'islamisme. S'il vous plaît, je voudrais pas qu'on politise la discussion, c'est pas l'objectif. On est en train de parler de choses qui sont totalement ancrées dans l'histoire de l'Algérie qui est à écrire. Je ne suis contre personne. L'islam est une magnifique religion. Toutes les religions bien pratiquées, comme disait ma grand-mère, sont bonnes. Mais juste pour te répondre, te dire qu'à l'époque, j'avais pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire, mais c'était révolutionnaire et on était toute une équipe. Par exemple, on se rencontrait avec Slim à l'Alhambra, qui était un petit endroit près de la place de l'Émir Abdelkader. Il y avait des bédéistes, des écrivains, des journalistes, Allalou, il y avait des gens qui venaient de tous les pays qui débarquaient, on prenait un pot, on mangeait. Il y avait une synergie. Alors maintenant, effectivement, elle est en train de renaître, mais il y a les réseaux sociaux, il y a on va vers un monde Android. Mais je pense qu'il y a une jeunesse aussi qui est, c'est vrai, qui n'a peut-être pas forcément les mêmes codes que ce qui existait avant, mais qui est tout aussi intéressante à explorer. Forcément, on peut avoir une certaine nostalgie, mais en même temps, le bouillonnement et la créativité et ce côté un peu acerbe et la continuité de quelque part de transmettre cette culture populaire, elle existe aussi chez les jeunes. Alors après, ça peut être dit de manière différente. On va utiliser des médiums différents tels que les réseaux sociaux, mais le regard reste quand même aussi intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Par exemple, moi, je suis contre les liseuses. Je suis contre le e-booking. Je pense qu'il n'y a pas plus grand plaisir que d'écrire sur du papier ou que de lire un livre et de le sentir, d'y mettre des petites notations. Mais effectivement, je crois que c'est la jeunesse algérienne, celle que je vois aujourd'hui jeune, qui est entre 18 et 25 ans. Et 60, on a dit. Voilà, je crois qu'ils sont en train de nous donner des leçons. Même, ils sont en train de nous donner des leçons. Alors, ils ne viennent pas du cosmos, ils viennent de nous. Ils viennent à travers nous, un peu par nous, mais ils sont eux. Il faut qu'on les aide, mais qu'on les laisse faire. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a une question? Merci. Autre question? Tout à l'heure, on a parlé un peu des régions. Moi, j'aimerais bien revenir là-dessus, sur justement est-ce que, voilà, que ce soit, en tout cas, Oran, quand on voit quelqu'un comme Abdelkader Sector ou leur manière de parler aussi, qu'ils arrivent à transmettre, en tout cas à tout le reste de l'Algérie, par leurs expressions, est aussi
d'une certaine manière, malgré tout spécifique à la région, mais qui peut tout à fait être exportable au reste de l'Algérie. Est-ce que vous pensez qu'il y a des publics différents selon qu'on soit de... D'ailleurs, souvent, on parle de l'Est et l'Ouest, mais on parle moins du Sud. Alors, comment est-ce que... Même si vous avez écrit pour toute l'Algérie, mais... si on devait revenir sur le retour, on va dire, d'informations, comment ça se... Vous arrivez à vous adapter aux publics différents? Écoutez, je vais vous dire une chose. Je crois que moi, je suis quelqu'un qui a démarré à belle lurette, c'est-à-dire depuis pratiquement les débuts des années 60. Donc j'ai traversé plusieurs publics et les choses ont changé. Maintenant, je vois par exemple que c'est difficile pour moi. Les gens, ils écrivent en arabe, ils parlent en arabe, et c'est dur. C'est en arabe, c'est-à-dire, ils lisent les journaux en arabe, et ils sont nettement plus nombreux. Alors qu'avant, il y avait quand même une espèce d'élite, où il y avait un lectorat. Et pour en revenir aussi aux humoristes régionaux, ils sont tout à fait... c'est des gens qui sont rentrés par la grande porte, notamment Racine Tizi Ouzou avec son accent kabyle, et Abdelkader Secteur pour récemment aussi, qui est aussi un humoriste de l'Ouest, dans l'Est également. C'est vrai, l'Algérie, pour moi, c'est une espèce d'Amérique. Il y a plein d'États dedans. Et le problème, c'est que maintenant, avec les télévisions par satellite, notamment même les télés offshore qu'on a, je vois, il y a plein de jeunes qui viennent et qui se détachent. Il y a des sketchs, c'est merveilleux. Bon, on n'arrive pas à tout suivre, mais je crois que les choses se font, même sans nous, et c'est tant mieux. Voilà. En tout cas, par rapport à... Pour revenir au pupitre, le prochain numéro, justement, va aborder la question de la langue. On parle, voilà, on est algérien, mais en même temps, on va parler en arabe, on va parler en derja, on va parler en kabyle, en français, en anglais. C'est tout ce mélange. On va des mots d'origine turque, mais c'est aussi cette multiplicité qui font notre identité. Et je pense que on gagnerait à avoir le verre à moitié plein et appréhender tout ça avec fierté, parce que ça fait aussi, ça multiplie la richesse de notre pays. Donc on en parlera le mois prochain, on vous informera. Donc est-ce que vous avez des questions? Vous êtes silencieux, Guillaume, je reconnais des personnes, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment des expressions typiques à l'Oranie, des façons d'être très oranaises. Pardon. Et un Algérois, quand il entend Abdelkader Secteur, peut-être qu'il se dit c'est pas du tout l'humour que nous avons à Alger. C'est très différent. Je ne connais pas l'humour, par exemple, de Constantine. Ça doit être aussi différent. Voilà, c'est tout ce que je dis. Parce que vous avez dit non, un petit peu. Non, non. Oui, et de Mascara. Et justement, voilà, très bien. La réputation de Mascara. La raison. Une seconde. Vous avez quelque chose à dire sur l'humour de Mascara? Vas-y, et je te donne la parole, Karim. Merci. Alors, évidemment, il y a eu la phase des blagues autour de Cheb Beldjid, l'ancien président de la évidemment, dont la femme écrivait à la question quelle est la capitale de l'Algérie sur son t-shirt ou Sonitex, etc. et tout. Et ensuite, après cela, j'en perds un petit peu mes émotions. Mascara, revenons à Mascara. Alors, à Mascara, vous savez que 97% des gens qui passent pour la première fois leur baccalauréat à Mascara l'ont.
Donc il y a un taux de réussite au bac, ça c'est pour. Alors d'où ça vient? Je pense que ça vient un petit peu du régionalisme et ça vient un petit peu d'un peu d'électricité entre les régions. Parce que Mascara, c'est pas aussi loin d'Oran, c'est pas aussi loin. Et puis toutes les blagues, je pense que la majorité des blagues mascarites, en fait, c'est des blagues, on va dire un petit peu rigolotes, mais un petit peu internationales, qu'on a eu l'intelligence de réadapter. Hein. Comme le mec qui fait exploser sa voiture, sa maison, parce qu'il dit « je pensais que la bombe était chez moi ». Enfin, il y a plein de choses. Ça ressemble beaucoup, les blagues mascarites ressemblent beaucoup aux blagues belges, du belge qui tourne dans une pièce ovale et qui cherche un coin pour manger ses frites. Voilà. C'est un petit peu comme ça, mais à la limite, ça, c'est rigolo. Mais moi, je crois aussi, par exemple, tout à l'heure, Zafira, tu disais quelque chose de très important. Tu parlais des langues. Moi, je crois qu'aussi avec l'universalité, et puis, par exemple, j'ai été au Moyen-Orient, j'ai vu que, par exemple, au Liban, comment on appelle ça, social media. Alors, par exemple, dans mes vidéos, parce que j'ai travaillé aussi ça. Hein. Like you can talk in American, comme je peux parler en français, ou بتكلم عربي ونهدر جزائري. Ou je veux dire que tout ça fait partie d'une... Voilà pourquoi nous, pays émergents, nous Africains, et pourquoi on ne serait pas aussi une entité... voilà, c'est ça, je pense qu'il manque encore un peu de tolérance et il ne faut pas avoir peur des jeunes qui veulent être comme des filles qui veulent s'habiller comme les Libanaises qui se baladent avec des faux nez ou qui font le maquillage etc. et tout. Mais ça ne fait pas de moi un baptiste, hein. Ça fait de moi un Algérien. Bon, maintenant, moi, mes langues maternelles, c'est l'algérien, le français, évidemment, puisque mon père est né dans un petit village à Bni Ya'la qui s'appelle Timengesh. Ma mère est née à Bjaïa, elle a été élevée à Sétif par une mère allemande et par un père sétifien. Donc, qu'est-ce que je suis dans le monde? Je me sens citoyen du monde avec mes racines et bien sûr, j'aime mon pays, donc je suis algérien. C'est ça, je crois. Super, oui, tout à fait. C'est l'amour qui fait l'appartenance. L'appartenance, c'est pas les passeports. Maintenant, on peut en avoir 10, 20, ouais, 40. C'est vrai. Maryam Makeba avait la nationalité algérienne, comme Nina Simone, mais elle n'était pas pour autant algérienne, mais elle aimait l'Algérie et elle défendait... C'est vrai, c'est vrai. C'est une... Je parle beaucoup, mais j'espère... Non, mais vous êtes là pour ça. Karim, je crois que tu voulais poser une question. Juste si tu peux avancer. Non, je voulais parler par rapport aux régions. Oui. Et aux régions, et entre parenthèses, les accents. Vous savez que, comme par hasard, dans chaque région où il y a un accent fort, il y a un théâtre régional. Il y a le théâtre régional de Annaba, avec leur accent, quand ils parlent arabe, vous riez avant qu'il commence. Il y a le théâtre régional de Constantine. Oui. on a le théâtre régional de Constantine avec Charlot, l'acteur Charlot, avec la troupe Rahsemsar, qui se sont tous été formés au niveau de l'école d'art dramatique. Et ils ont pris comme option comédie. Ils se sont formés pour ça. On a aussi alors comme secteur toute l'Oranie. Il y a un rituel culturel des rieurs. Des gens qui vont faire rire les gens pendant les Tiltiyam ou Rab'iyam. C'est pas comme ça. Le secteur est sorti de là. Oui. Secteur, oui, bien sûr. Le secteur allait faire rire les gens. Mais c'est pas un métier, hein. Ce n'est pas un métier. Oui, alors chez nous, on a les rieurs. Chez nous, on a assisté à Sig, à Blabbas, à Oran, à Intimouchent, des gens qui viennent pendant le Tiltiyam et qui s'assoient et qui racontent une blague pendant le makla. Ils sont faits, c'est un rituel, c'est culturel, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, oui. On a assisté à l'enterrement d'un général ici à Alger.
sympathique, avec sa Michel, sa fille. Elle a ramené justement deux rieurs. Et il fallait voir les Saïd Bouteflika et tout rigoler. Ils ne savent pas rigoler. Pardon? Non, mais je veux dire que c'est une culture. C'est une culture. C'est une culture. Et il y a une BD qui est en train d'être faite par Blachmi et Dufel qui tourne autour de ça. Mais c'est une BD, c'est pas des caricatures. Hein. C'est vraiment une BD très pédagogique. Voilà. Par rapport au nom des femmes, au nom qu'on donne aux femmes et qui sont très rigolos des fois, il y a un doctorat d'État qui a été fait par une femme à Bouzaria. Il faut prendre il faut lire c'est vraiment un support de travail magnifique hein, pour les gars de Menchar et voilà. Merci. J'aurais deux questions. La première nécessite une petite introduction. On a mentionné aujourd'hui surveillance, censure, qu'on ne pourrait pas faire des blagues par rapport au sexe et par rapport à la religion. Moi, je suis un peu étonné parce que j'admets quand je suis arrivé ici en Algérie, ça fait 1 année et demie, ce qui concerne en tout cas les caricatures politiques, j'étais étonné ce qui est possible. J'admets que vraiment quelquefois j'ai pensé dans mon pays, ça ne passerait pas. Ça n'aurait pas été interdit, mais il y aurait eu une autocensure, non, par exemple par rapport à l'état de santé de l'ancien président. En Suisse, ça n'aurait jamais passé. On ne fait pas ça. Non, c'est un petit peu la political correctness, je ne sais pas comment on peut le définir. Dans ce sens, est-ce que peut-être ici, ma question, est-ce qu'il y a moins d'autocensure dans ce sens ici que peut-être dans les pays de l'Ouest? Deuxième question, bon, ça ne fait pas très longtemps que je suis ici, alors, et malheureusement je ne maîtrise pas l'arabe, il y a donc une grande partie de l'humour algérien qui m'échappe. Mais est-ce qu'on pourrait dire que l'humour algérien est quand même, peut-être de nouveau, ça concerne la caricature politique assez noire? Moi, j'adore ça, mais moi, il me semble que la plupart des blagues que j'ai vues sont très noires, vraiment dans le sens anglais. Moi, j'adore, mais est-ce que c'est le sujet ou est-ce que c'est vraiment l'humour algérien? Par rapport au sujet de l'autocensure, ben, c'est clair moi je sais pertinemment que je ne peux pas critiquer la religion de façon frontale. Donc automatiquement je m'autocensure. Parce qu'en Algérie on peut rire de tout, mais avec un gilet pare-balles on peut rire de tout. Mais sans gilet pare-balles, non. Donc il y a de l'autocensure sur la question de la religion, mais sur tous les autres sujets, moi, je n'ai pas de limite. Voilà pourquoi vous trouvez un peu que l'humour que nous produisons sur les politiques, et surtout sur Bouteflika, ça ressemble beaucoup à de l'humour noir. Parce que tous les Algériens se sont bien défoulés sur... Oui, mais il n'empêche que je pense que ce que vous vouliez dire aussi, c'est que on disait, vous disiez... Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que quelque part l'oppression, le manque de liberté fait que ça a permis en tout cas de développer cet humour un peu satirique, mais en même temps il n'y a pas eu véritablement de censure, puisque dans la presse aujourd'hui, si vous voyez les caricatures de dilemme qui peuvent être véritablement voilà, acerbes parfois, il n'y a pas eu de censure, il n'a jamais été véritablement inquiété, idem pour la presse en général. Après forcément il y a des choses à dire, mais les gens vivent en gros en liberté. En fait, je n'ai pas tout à fait dit ça. J'ai dit que l'humour en Algérie est exacerbé par la dictature. Je n'ai pas dit que c'est la dictature qui produit le génie humoristique. J'ai dit que moi, par exemple, si je pouvais militer politiquement, peut-être que je n'aurais jamais touché à la satire. Donc c'est ça que j'ai dit. Et pour... oui, donc du coup, est-ce qu'on peut considérer qu'on a un humour noir? L'humour noir, c'est... Oui, en fait, tout le monde s'est lâché sur la maladie de Bouteflika. Donc, c'est tout le monde qui a balancé des vannes sur ce sujet. Et donc, je suppose que le monsieur trouve que c'est... Enfin, il parlait en général, c'est pas forcément... Oui, mais...
Attends, pardon, juste... Oui. Pardon, juste répondre à notre ami helvétique, mais non moins un citoyen du monde. En fait, vous avez dit quelque chose de très intéressant qu'on n'a pas peut-être tous capté. Il a dit qu'en fait, la société helvétique suisse, elle était puritaine par rapport à la religion, mais quand il s'agissait d'humour politique, il a comparé ce qui paraissait en Algérie et ce qui paraissait en Suisse. Il a trouvé qu'on était plus chiche. Donc il était en train de rendre hommage justement aux gens qui ont du courage. Maintenant, par rapport à l'humour noir, je pense que c'est vrai qu'on l'accepte de plus en plus, mais c'est vrai qu'au début, quand on voyait des gens publier de l'humour noir, on avait un petit peu peur. Et j'ouvre une petite parenthèse pour dire quelque chose, et je voudrais bien que Slim, notre père, nous réponde aussi. Alors moi, Dylan était un frère dans la vie, c'est quelqu'un avec qui j'ai longtemps travaillé, mais je m'excuse, c'est pas politique, mais il faut le dire. On dit, mais comment Dylan, par exemple, ils l'ont pas raflé, parce que des fois, il fait des dessins extraordinaires, mais qui sont très explicites. Tout simplement, mais ça c'est politique, mais il faut le dire, tout simplement parce que l'image que le pouvoir veut véhiculer, c'est bien le peuple dans un cendrier et du kaki avec le pied dessus. Il ne cherche pas à être aimé ou à être populaire. Il veut que l'inconscient collectif ait peur, tout simplement, qu'on ait peur. Donc c'est pour ça que cette espèce de surdémocratie dans le dessin et même dans la parole, elle est tolérée parce que le système ne veut pas que vous le trouviez sympa et ouvert à la négociation. Non. Et puis, bon, c'est pas du totalitarisme, c'est tout simplement une manière de se préserver. Donc, personne n'est courageux et voilà, point. Slim, je ne sais pas ce que tu penses de ce que je viens de dire, je voudrais bien avoir ton avis. D'accord. Vas-y, Slim. Oui, Maya écoute, aussi, je trouve que tu as raison. Bon, revenir à la question par rapport au dessin noir, c'est vrai que moi, j'ai toujours été contre le fait, par exemple, qu'on critique un président, parce que j'ai un respect. Je suis peut-être une vieille école, mais à un moment donné... les dessins de Dilemme que je trouve parfois qui sont trop, ça dépasse les limites. C'est-à-dire il n'y a qu'en Algérie qu'on peut accepter des trucs comme ça. C'est au-dessus de la liberté d'expression, mais en même temps c'est, je sais pas, ça. Et c'est pour dire aussi que l'expression ou le dessin d'humour est différent chez nous. Et il est noir parce que, justement, on vit mal. Et quand on vit mal, on réagit comme ça, avec des dessins sombres. Et on est obligé aussi de rire. Et en même temps, il y a une autodérision, donc on arrive à rire de nous-mêmes aussi. Donc, oui, ouais, que... du coup, c'est ça aussi. Il y a une certaine insouciance, quelque part, qu'on cache à travers cet humour. Alors, Karim, je crois... pardon, si je peux donner juste la parole à la dame. Pardon. Retirer nos excuses pour des impératifs familiaux. Mais j'aimerais juste dire une chose. En fait, à Youssef Benadouda, vous avez bercé mon enfance. Et pendant longtemps, j'ai cru plutôt dur qu'en faire. Ma mère me disait, tu sais, c'est un homme qui fait la voix de Madame Doudoune. Je disais, non, maman, c'est une femme, c'est pas possible, c'est pas un homme. Voilà. Et ce n'est une fois que j'ai grandi, une fois que j'ai vu votre photo, enfin votre tête entre guillemets, où j'ai cru, et vraiment c'était vraiment un réel plaisir, parce que moi j'ai grandi avec la télé qui commençait à 17h, j'ai grandi avec Maman Najwa, Norman et compagnie, donc exactement. Donc Madame Doudoune, c'était un petit peu, c'est comme comment on dit, la maladie d'amour, c'est de 7 à 77 ans. Voilà. On va voir tes câlins.
Merci. Alors, une question, Karim, je crois que tu voulais intervenir. Alors, Malish, allez, parle fort. Moi j'ai une question. Pardon. On a parlé du chat. Est-ce que vous savez qu'Ali Dilam a intégré un gars? Il a intégré avec Tebboune. Depuis que Tebboune est président, quand il représente Tebboune, il y a toujours un chat noir aux chaussures. Regardez vos smartphones. Ah, oui. Depuis Tebboune. Et avec les mouches en plus. Le chat qui pue. Moi, j'ai tout. J'ai tout de vous, tout. Mais la plus belle chose que j'ai, vraiment, et quand on discute sérieusement politique et tout, je tire cet exemple. C'est l'affiche de Leïla et les autres. Mais pas toute l'affiche. C'est à l'intérieur, je crois, vous achetez 1 mètre carré, purée, il faut avoir cette idée. 1 mètre carré que vous montez en pilier, et vous mettez une dalle et vous construisez votre villa. Mais tu sais que ça a été fait réellement maintenant. Non, dans Facebook et tout, on voit, il y a des gens qui ont un petit terrain, mais après ils développent des trucs comme un arbre. Moi, je ne sais pas si c'est un montage ou là, mais c'est vrai que c'est rigolo. Avez-vous une dernière question avant qu'on lève la séance? Oui. Ah, tiens. Mais je crois qu'il faut. Je voulais juste parler de l'énigme de l'origine des blagues mascariennes. Il y a une hypothèse, enfin des gens qui ont essayé de réfléchir sur le pourquoi de la chose. L'hypothèse, c'est que c'est lié tout simplement, ou ça pourrait être lié tout simplement, à un découpage qui a placé Mascara Wilaya, alors que Sig et Perego Mohammedia, qui sont situés sur la plaine, sont devenus Daïra de Mascara. Ça n'a pas été accepté, et évidemment, ils ont réagi, semble-t-il, comme ça. C'est lié à ça. Je voulais rendre hommage aux humoristes, à toutes les personnes qui sont dans la caricature, le dessin, etc., humoristique, pour dire que si on analyse un peu l'histoire et qu'on s'intéresse à ça, on peut par thématique, par région et par moment trouver des explications très intéressantes qui marquent une évolution de notre pays. Par exemple, pour des blagues, on a parlé de blagues courtes. Ces blagues courtes, à mon sens, sont liées à Internet. Je vais vous raconter une blague que mon fils, un jour, m'a racontée, il y a cela 20 ans. Il me dit, et c'est des blagues qui relèvent un peu de l'absurde, mais qui dénotent aussi d'un changement un peu de paradigme au niveau des blagues. زوج صحاب كانوا يمشيو واحد دار الاخر بنى فيلا. Et comme par hasard, c'était dans les années 90, etc. Dans la sémantique, par exemple, Kain Shriki, aujourd'hui, on ne dit plus Khouya, on dit Shriki. Bon, ça n'a rien à voir avec l'humour, mais ça renseigne sur une évolution de la société. Aujourd'hui, on dit il y a la texture du temps. Et la texture du temps, c'est les blagues, c'est le roman, c'est les histoires, c'est les contes, etc. Et ça participe à l'écriture de l'histoire avec une forte probabilité de véracité des faits. Voilà, merci. Merci, bonsoir. Merci Zafira pour la thématique. Génie de l'humour algérien, oui. Moi, je voudrais dire que, et vous remercier, c'est surtout une question de survie, notre humour algérien aujourd'hui. Moi, je ne regarde plus vraiment l'actualité, je regarde les caricatures, le manchar, ça je les lis, et ça me fait rire. Alors que je n'ai pas d'humour, comme beaucoup d'Algériens au quotidien, ben, je n'ai pas d'humour. Quand on prend la voiture le matin, il n'y a pas d'humour entre nous. Dans la circulation, on est tous sauf souriants.
Quand on va au boulot, en général, on n'est pas très souriant. On va dans une administration, on ne reconnaît pas l'humour algérien, on ne le retrouve pas dans notre quotidien, cet humour algérien. Donc moi, la caricature, la satire, c'est un peu le sursaut qui vient de loin et qui dit « Ah, bah finalement, oui, on est comme ça. Ah, finalement, ça fait du bien. » Puis ça fait rire 2 secondes, on retombe un peu dans le quotidien, mais ce petit sursaut qui fait qu'en fait, on a l'impression qu'on n'est pas mort malgré tout, même si peut-être d'autres voudraient notre mort intellectuelle. Donc c'est surtout pour moi de la survie, une bouffée d'oxygène qui dure un instant, qui arrive des fois qu'on se connecte, et puis la preuve qu'on est profondément un peuple résilient. Sur ces 50 dernières années, on utilise la satire, on utilise l'humour. Il faut voir ce que font les jeunes. Aujourd'hui, moi, je suis épatée quand je vois le manga, alors que c'est pas du tout j'ai pas d'appétence avec le manga. Mais ça sort de nulle part, c'est inattendu. Il y a un vrai courant de mode là-dessus. Ils sont complètement dedans. Ils ont créé un monde complètement à part qu'on ne comprend pas. C'est pas mes codes. Et je me dis, bah voilà, c'est toujours la survie algérienne qui sort d'une manière où on l'attend jamais. On nous attendrait peut-être ailleurs. Et puis finalement, ça sort dans des endroits inattendus. Donc génie, oui, merci. Et beaucoup de résilience. Et puis on espère que ça va bien sûr continuer. Donc c'était pour partager le mot survie et résilience. Voilà. Merci. Il y a une blague qui me fait rire, enfin, elle est peut-être absurde, mais je trouve parfois les gens du peuple sortent des choses. C'est un bonhomme qui va à la PC et il fait la queue pendant des heures. Et arrivé devant l'administrateur, c'est un dossier où il y a au moins 20 documents, le type qui le reçoit, il les regarde. Il lui dit, ouais, bon, tu as tout, c'est bon. Alors, reviens l'an prochain. Et le type lui dit, ça résume tout. Pour Mascara aussi, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est un Mascarin qui est à Oran avec un Oranais, puis le Mascarin, il dit, mais c'est quoi cette ville? Soi-disant, elle est au bord de la mer, mais il fait chaud. Et vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait? Chez nous, à Mascara, il fait très bon. Je dis, comment? C'est le bord de mer ici. Il ne dit pas Mascara. Il dit quoi? Viens! Et effectivement, le gars, il a été. Effectivement, c'est vrai. Les Mascarins, ils avaient mis des climatiseurs à l'envers. C'est pas mal. Eh ben ça termine bien notre rencontre en tout cas. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir partagé. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors un dernier mot de Youssef. Si vous me permettez, dans cette salle, il y a beaucoup de gens que j'aime, et tout particulièrement mon père, le professeur Armand Benadouda. Ah. Qui est un référent, non seulement parental, mais dans la vie, qui m'a beaucoup appris, qui est d'une immense tolérance à mon égard, et qui, parfois sans les mots, mais avec des livres, avec une tendresse dans l'attitude, me donne des leçons d'existence. Je voudrais bien le remercier, et remercier Zafira, et en même temps Mariam Guémache, et puis Artissimo, de nous avoir donné cette opportunité actuellement en Algérie, qui est en point d'interrogation, pouvoir parler du monde. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, je suis très heureuse de vous avoir tous accueillis. Et il est clair que parfois on peut aborder. Ce sont des sujets qui peuvent paraître superficiels, mais qui cachent une réalité tout autre. Et en même temps, nous sommes totalement conscients que nous avons besoin d'échanger, de débattre, de discuter pour avancer, pour mieux nous connaître et mieux nous projeter. Donc, je vous remercie aussi d'avoir accepté cette invitation. Il y aura bien entendu pour être algérien d'autres numéros avec d'autres sujets tout aussi riches et qui vont susciter aussi beaucoup de discussions et de débats. Donc merci encore. Pour finir, en fait, moi, nous, l'équipe Artissimo, on voudrait juste vous remettre une attestation de remerciement et de reconnaissance pour avoir accepté notre invitation. Donc on va le faire voilà, tout de suite.
Eh ben oui, hein, vous n'êtes pas venu pour rien. Donc voilà pour Slim. On prendra une photo après, mais on ne va pas s'embêter avec les diplômes. Voilà. Et alors, rapidement, oups. Je vous remettrai les chemises. Donc, Nazim. Voilà. Et. Elle est où la troisième, pardon? Voilà, pardon. Voilà, donc Artissimo, en collaboration avec Radio M, bien entendu, pour ce premier pupitre. Il va y avoir une collation juste à côté, donc on peut continuer de discuter entre nous. Merci encore, merci. Et là, bien sûr, la vente dédicace de Slim. Voilà, merci d'être venu. بسيط والبراك بالزيتون وسلطة بالمعجون يتبعوا الشعب.